En fait, pour moi, c'est comme ça que j'utilise Exalogie, hein. En général, l'outil, c'est pas en ayant une idée précise de ce que je veux trouver, parce que ça c'est déjà un problème, ça serait déjà un problème, mais en me demandant un peu ce que ça peut raconter, qu'est-ce que les interactions racontent, qu'est-ce que l'usage des mots peut raconter. Et c'est toujours de passer un moment à explorer, à ressasser les données, à brasser, à avoir un coup d'œil, aller voir un peu du côté des interactions entre les comptes, des vocabulaires, de regarder par territoire ou par groupe linguistique, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a avant, est-ce qu'il y a une histoire à raconter, il est possible qu'il ne se passe rien, il est possible qu'au fond on cherche absolument à trouver quelque chose, mais il se passe quelque chose, il y a des conversations, mais il n'y a rien que cet outil-là que je pourrais trouver sans l'outil par exemple. Par contre, c'est de laisser passer du temps. C'est pour ça que le temps est important parce qu'il faut laisser la réaction au temps. Et d'avoir à ce moment-là soit des commentaires, soit une forme de réaction. Donc ça va peut-être venir de l'extérieur, ça ne sera pas sur le mot-clic, ça va être ailleurs, ça va être repris, ça va être des commentaires. Donc il y a une mise en contexte qui peut se mettre en place. Alors pour moi justement, comme c'est très narratif, c'est pas un outil statistique. Il faut vraiment que je l'utilise autrement. Parce qu'un outil statistique, d'abord, je ne suis pas statisticienne. Moi, je dois imaginer, je dois essayer d'imaginer qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qui se passe là-dedans comme histoire. Il y a un tas d'informations qui ne relèvent pas nécessairement des chiffres, mais qui relèvent plus comme du comportement ou de l'usage, par exemple, que certaines organisations ou entreprises vont faire. Par exemple, justement, rebalancer, faire ce qu'on appelle du broadcast, c'est-à-dire de faire que rediffuser, copier-coller un message d'un réseau social à un autre, ou carrément envoyer juste un lien vers un autre réseau social, donc ne pas nécessairement avoir de conversation, et aussi souvent remarquer que des entreprises ne font pas d'écoute. Donc soit ils ne réagissent pas, mais absolument pas, à des interpellations qui sont, même les interpellations qui sont extrêmement respectueuses, là, qui ne sont pas des insultes ou des commentaires désagréables. Donc, il n'y a pas de réaction. Il y a souvent une certaine, en fait, je dirais, ça permet de voir des entreprises ou des organisations qui ont des approches très humaines ou humanisantes, même pour une machine, versus d'autres qui s'en servent de façon mécanique. Et simplement pour pousser de l'information, mais pas vraiment pour tenter de réagir ou de chercher quelque chose en interagissant, en ayant des conversations. Donc, effectivement, pour moi, c'est toute une histoire. Tout dépendant de ce qu'on doit observer comme phénomène, ça peut être politique, des élections, des manifestations, des événements importants, soit pour un groupe, pour une association, soit aussi ça peut être des événements sociaux en général, donc quelque chose qui est très large, qui vise plusieurs acteurs. Ouais. Tout ça, il y a quelque part une histoire qui se met en place. Alors, c'est ça. C'est ce qui m'a toujours un peu fascinée de cet outil, c'est qu'en fait, on écoute. C'est d'écoute sociale, comme disait Claude, écoute sociale. Comme un réseau social est un espace public, donc les gens, on n'a pas besoin nécessairement de la permission des gens pour les écouter, parce s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent être écoutés. Et donc, c'est pour moi une fenêtre. On peut pratiquement choisir, se faire des listes, choisir des gens qu'on écoute comme ça, en fonction de différents critères, leurs intérêts, leur personnalité, peut-être leur situation, leur localisation, et les écouter s'exprimer sur des sujets. Ça, je trouve que ça peut être très intéressant, et les écouter souvent réagir à des choses. Donc pour moi, c'est une espèce de focus group qui est une fenêtre qu'on va mettre en place. On va chercher des gens qu'on veut écouter parler, et on va observer ce qui se passe, on va observer leur réaction. Pour moi, c'est ça c'est fabuleux, parce que c'est pas de la statistique, là, c'est du comportemental, je suis sûre que ça ravirait un paquet d'analystes, de spécialistes, plus du côté des analyses, par exemple, de comportement de consommation, la sociologie, dans différents domaines. Mais
pour moi, c'est un outil de, comment on appelle un focus group, c'est pas en français déjà. Mais c'est ça, c'est un outil pour moi génial. Ça, c'est un truc qu'on devrait pouvoir avoir et pouvoir remonter à chaque fois et se fabriquer des listes où on se dit, ben, voici, mais comme moi j'ai des listes de personnes que je suis, mais parce que j'aime savoir de quoi elles parlent, qu'elles partagent des documents, par exemple, qui m'intéressent, mais ça pourrait être aussi, pour une autre entreprise, des listes de consommateurs types ou des listes de citoyens types qui s'expriment sur des choses et qu'on peut tant que les gens qu'on peut écouter, tant que ces personnes-là ne se savent pas observer, pas au sens surveiller, mais quand on est observé, pour avoir déjà contribué à un focus group, c'est difficile d'oublier qu'il y a des gens qui nous observent. Donc on va nécessairement un peu s'auto-censurer, on va faire attention à ce qu'on dit, parce que quelque part on est observé. Si on ne se sait pas observer, on est en groupe, ben, on est naturel, on va s'exprimer avec plus de liberté. En fait, pour pouvoir faire des liens, c'est qu'il faut être capable, entre des événements ou des choses, il faut pouvoir agrandir, partir de très large et rapetisser, puis pouvoir remonter. Alors moi, évidemment, il y a des fonctionnalités dans l'outil quand on reforme, on fait des sous-groupes, ça permet de remonter, mais ce qui est important, c'est de pouvoir croiser les interactions, donc les interactions de compte, avec aussi les sujets qui remontent. Pour moi, la carte lexicale, ça permet de faire remonter ces thématiques-là, mais de regarder un peu la dynamique, les interactions qui sont là-dessus. Mais le fait de pouvoir partir très large en disant, voilà, j'ai un sujet qui est assez grand, et de rapetisser tranquillement me permet de comprendre un peu les liens, de voir qu'il y a par exemple, il peut y avoir plusieurs types de conversations dans un même sujet. Si on prend des sujets un peu épineux comme la charte des valeurs à l'époque, la commission Bouchard-Taylor, on avait effectivement plusieurs types de conversations. Donc ça, il y a des outils comme ça où on fait des groupes parce que sinon il y a une cacophonie. On parle des droits des femmes, il y a le féminisme, il y a quelque part la religion qui est d'un côté, de quelque part il y a l'identité, la préservation du caractère francophone, etc. Donc il y avait plusieurs conversations en même temps, mais pris tout ça ensemble, si on n'arrive pas à les démêler, on risque de mal comprendre le terrain, parce qu'en fait, c'est pas aussi amalgamé que ça, c'est beaucoup plus diffus. Donc, il fallait à ce moment-là travailler autant sur les comptes, l'interaction entre comptes, pour repérer que oui, il y a des groupes de discussion qui sont différents, et oui, aussi, il y a des sujets qui sont différents. Donc, on a une complexité souvent, alors que si j'aplatis tout ça, je ne crois pas que je sois en mesure, généralement, de bien comprendre ce qui se passe. Je vais avoir tendance à dire, voici le thème le plus populaire, mais pourquoi, pour qui, pour quelle raison, je ne sais pas. Aussi, je ne comprendrais pas des dynamiques, par exemple, lorsqu'il y a des débats, là où on voit qu'il y a des conversations qui montent, par exemple, à certains moments, par exemple sur Twitter, on va voir des gens qui se mettent massivement à relayer, sans commenter, mais retweet, parce que les gens ont compris que, plus on comprend la logique du clic, alors on retweet massivement pour démontrer qu'il y a un fort appui derrière, mais il n'y a rien d'authentique là-dedans, il n'y a rien de naturel. Il y a comme soit des mots d'ordre ou une compréhension que genre il y a un applaudimètre en arrière, il faut faire le plus de bruit possible derrière pour que ça passe. Et ça, c'est intéressant aussi de comprendre ces trucs-là. Donc il faut être en mesure de maîtriser, je crois, très très bien les outils qui sont derrière, les outils de nexalogie, pour être capable justement d'arriver à faire sortir ces choses-là. Parce que chaque cas va avoir, chaque événement, chaque sujet, chaque contexte va demander une approche qui va être différente. Je trouve qu'il y a
énormément d'usages à développer avec Nexalogy, autant du côté entreprise, que ce soit des services, des produits de consommation, ça peut être plus large que ça, mais aussi tout ce qui est administration publique, gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'écouter, c'est ça, c'est ce que les citoyens demandent, ils demandent à être écoutés. On peut faire des sondages, mais on peut aussi avoir un focus group comme ça. Et on peut aussi donc réagir, pas nécessairement directement, on peut le faire, mais on pourrait dire toujours je vais écouter des gens, mais je vais aussi réagir en disant ben voilà, j'ai écouté des choses, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'on peut faire, avez-vous des réactions? Donc on peut développer, je pense qu'on peut développer, expérimenter, autant pour les entreprises que pour les organisations publiques, des espaces qu'on n'a pas encore bien investis, qui sont des espaces de conversation, où on va essayer d'établir une compréhension. Et ça, je pense que même des entreprises qui sont dans des domaines très controversés, par exemple, où il y a des problèmes environnementaux, pourraient avoir des choses comme ça, où on peut écouter. Ça réglera pas tous les problèmes, mais lorsqu'on écoute et lorsqu'aussi qu'on partage de l'information utile, on a de l'écoute.